Mouvement populaire de l'Azawad, à l'origine de la révolte, doublé sur sa gauche par le Front populaire de libération de l'Azawad, FPLA, plus radical et contestant les accords de Tamanrasset de janvier 91. Une composante islamique non intégriste porte le sigle de FIAA. Enfin, le dernier né des mouvements a choisi le sigle ARLA, Armée révolutionnaire de libération de l'Azawad. Tous ces hommes vont au combat sans tenir compte de leurs sensibilités respectives. C'est la camaraderie du feu, difficile à retrouver au niveau des états-majors politiques de la rébellion. Une des plus grandes réussites d'Edgar Pisani, médiateur discret de ce conflit, aura été de réussir à les faire parler d'une seule voix devant l'interlocuteur malien. Très peu de combattants sont voilés. Ils disent que la coutume reviendra quand ils auront gagné. Ils savent aussi que certains ont été étranglés ou pendus avec leur turban. Nous avons laissé un seul choix, celui de mourir. Soit de mourir les armes à la main, soit de mourir de faim, de misère et de désolation ou d'humiliation. Nous avons choisi la première, nous avons choisi de mourir les armes à la main pour retrouver notre dignité d'être humain, notre droit à la différence. Où avez-vous trouvé toutes ces armes? Toutes ces armes ont été récupérées à l'ennemi, vous pouvez voir les numéros et tout, c'est des armes récupérées à l'armée malienne. Qui vous finance? Où trouvez-vous l'argent pour alimenter tous ces hommes et pour faire tourner vos camions? En ce qui concerne l'approvisionnement, c'est seulement nos populations, c'est les nomades qui nous aident de temps en temps. Nous n'avons aucun financement étranger. J'ai remarqué que vous aviez aussi des éléments noirs parmi votre troupe. On dit souvent que les Touaregs ont eu des esclaves et que cette guerre actuellement que mène le Mali est une guerre de revanche contre les anciens esclavagistes. Écoutez, nous avons des Noirs bien sûr, parce qu'ils subissent les mêmes humiliations que nous, c'est des Noirs. Donc cela prouve que ce que le gouvernement malien est en train de dire, que nous sommes des racistes ou que nous soyons des esclavagistes, cela n'est pas réel, c'est faux. Tous ces jeunes-là, personne ne les a obligés à venir ici, donc c'est nos frères, ils sont avec nous, ils ont trouvé notre coup de justice, ils se sont adjoints à nous. Je voudrais connaître la motivation du monsieur qui est derrière nous et qui n'est pas Touareg. قال لك أنت بصفتك مانك تارجي وأسود شنو اللي جابك لصفوف الثورة؟ نقول له إنه اللي جابني أنا للثورة هو مثلا يعني جيت نقاتل على أجل الحق يعني الزواج اللي هو كلنا يعني ما في يعني فرق لا بين تارجي ولا بين عربي ولا بين أسود ولا أبيض. Il dit oui que c'est un mort, un mort arabe, Haratin. Il a rejoint les rangs de la révolution parce qu'il voit une cause juste, il est obligé de la suivre comme tous ses frères. Et il subit les mêmes humiliations, la même misère que les autres, donc il est obligé de... c'est son devoir de prendre les armes avec tous ses frères. Où il n'y a aucune différence entre ni les Arabes, ni les Touaregs, ni les Noirs, nous sommes tous les mêmes, unis au sein de la même cause. Il n'y a pas d'âge limite pour entrer dans la rébellion parce que ces jeunes gens, ces orphelins, nous sommes obligés de les récupérer. Nous sommes obligés de les garder parce qu'ils n'ont plus d'autres familles que nous. Ils étaient de quel pays et qu'ont-ils vu pour avoir ce réflexe de venir vous voir? Ils ont assisté au massacre de Léré où leurs familles ont été massacrées. Et ils sont tous les deux de Léré. Celui-là, peut-être, il pourra bien vous le dire en français parce qu'il parle un peu. Il était à l'école, il était en 5e année. Il pourra vous raconter de voir ce qui s'était passé à Léré. Comment ça s'est passé justement à Léré? Qu'est-ce que tu as vu? À Léré, j'ai vu mes pères et mères sont morts. On met l'essence, après on brûle. Lorsqu'ils sont morts, on m'a dit de partir, je suis petit. Et moi, j'ai parti sur pied. J'ai parti sur pied jusqu'à ce que j'arrive ici. Et tu es tout seul maintenant? Oui. Je n'ai pas de père, je n'ai pas de mère, sauf ici. Il dit qu'ils arrêtent les gens, ils les enchaînent, ils les placent sur la place publique, ils les versent de l'essence dessus, ils les brûlent.
C'est ce qui a été fait à sa famille. Chaque fois que les rebelles font une attaque, l'armée malienne fait des représailles sur les populations civiles, les campements, les femmes, les enfants. Et ils massacrent tout le monde, ils font des communiqués et ils disent que l'armée a tué tant de rebelles pendant que c'est des civils innocents. Les communiqués officiels disent que vous êtes des brigands, des bandits et des gens qui cherchaient à voler du matériel plus qu'à défendre une cause. Nous ne sommes pas des bandits armés, nous ne sommes pas des mercenaires assoiffés de sang, nous sommes des jeunes gens qui ont été contraints à prendre des armes. Doucement, doucement. Il dit que les Maliens sont souvent immunisés contre les fers. Afin qu'ils n'échappent pas à la mort, là, on enlève le fer de la balle et on met le bois. Et dès que ça part, il meurt. C'est un talisman anti-balle. Alors, qui le fabrique et qu'est-ce qu'on trouve dedans? C'est les marabouts, les chefs religieux qui fabriquent ça. Et ils les donnent pour les combattants pour se protéger. Les Maliens disent, je crois, que vous avez des pouvoirs maléfiques plus que n'importe quel combattant et que vous tenez un peu du diable et du démon dans le désert. Vous leur faites peur, très peur en tout cas. Bah écoutez, ça c'est... S'ils ont peur, qu'ils disent qu'ils ont peur, mais que nous soyons des démons, je ne le pense pas. Vous le voyez, nous ne sommes pas des démons, nous sommes des êtres comme les autres. Peut-être nous avons une technique meilleure que la leur, c'est sûr, mais nous sommes plus motivés qu'eux. Ça, c'est une réalité. Nous sommes plus motivés qu'eux. Le terrain nous appartient, nous connaissons le terrain mieux qu'eux. C'est l'une de nos forces d'ailleurs. On a voulu longtemps nous garder sous la tente, prisonniers des sables et de notre ignorance. Mais aujourd'hui, il y a eu une jeunesse qui refuse d'être couchée, qui refuse d'être traitée en tant que jeunesse marginalisée, en tant que jeunesse vagabonde et qui cherche à se libérer, qui cherche à se définir, qui mène le combat pour faire prévaloir son droit à la différence. La plateforme d'Alger a retenu 5 conditions. La première d'abord, c'est un système fédéral avec toutes ses conséquences. La deuxième, c'est la démilitarisation complète de l'Azawad. La troisième, c'est la mise en route des programmes économiques de développement pour corriger et combler un retard de 32 ans. La quatrième, c'est l'arrestation et le jugement des responsables des massacres des populations civiles et des pillages des biens des populations de l'Azawad. La cinquième condition, c'est une indemnisation juste et équitable. Et c'est ce qu'on a appelé la plateforme d'Alger du 29 octobre 1991. Nous attendons de la France une présence humanitaire, nous attendons de la France un soutien médiatique, nous attendons de la France de faire prévaloir un droit d'ingérence humanitaire à l'image du problème kurde. Guy Vautier, est-ce que vous n'avez pas peur de compromettre votre association en vous trouvant ici sur un front de la guérilla Azawad? Je ne sais pas l'idée, vous savez, je n'ai jamais fait de politique, je ne comprends pas grand-chose. Tout ce que moi je cherche, c'est toujours à essayer de voir des gens qui souffrent, des gens qui luttent pour leur propre cause, des personnes, des femmes, des enfants. C'est ça qui m'intéresse, c'est le côté humanitaire. Et moi je reviens toujours au côté humanitaire parce que je vous dis, je ne comprends rien à la politique, rien du tout. Je sais que simplement, là ici, il y a des gens qui ont le droit de vivre. Et en ce moment, ils n'ont pas le droit de vivre. C'est tout ce que je vois. Retour en Mauritanie,
par le camp de réfugiés d'Agor. Il faut prononcer Aror. Nous l'avions appelé horreur. 4000 personnes, 15 à 20 morts par jour, un réfugié sur 2 est un enfant. Malnutrition, diarrhée, épidémie de rougeole et de coqueluche. Les plus lucides partent dans la brousse pour éviter la contamination. Le peuple touareg vit l'épisode le plus dur de son histoire, le dernier peut-être pour les Touaregs du Mali. 50 000 réfugiés ici en Mauritanie, autant en Algérie, 70 000 au Niger. Les autorités maliennes sont en train de réussir une opération d'étouffement silencieux. Quelques massacres, quelques rumeurs, et la panique déclenche un exode massif avec la misère comme solution finale. Pendant ce temps, à Bamako, le jeune pouvoir se pique de démocratie, une démocratie de discours pour ne pas tarir la ressource principale du pays, l'aide internationale des pays riches. Double langage aussi à l'intérieur du pays, où tous les responsables souhaitent la paix et l'unité, tout en fermant les yeux sur les crimes de l'armée nationale. Au camp d'Aror, les sacs de blé de la communauté européenne et des USA finissent en linceul pour les cadavres. Ce matin, Fatimatou a été la première morte de la journée. Elle avait 56 ans et 3 enfants. Elle est morte de dysenterie après 5 jours de vomissements. Elle avait mangé du blé sans le faire cuire. Au mois de mai, son village de Gargando a été attaqué. Les hommes fusillés sur place, les vieux brûlés à l'essence. Elle avait réussi à s'enfuir avec son mari, sans bagages. Elle avait parcouru 500 km à pied jusqu'ici. Son voyage est fini. Son mari était mort de fatigue en arrivant.